Aujourd'hui, je vais essayer d'accompagner la succession des présentateurs qui vont essayer de partager avec nous la connaissance qu'ils ont acquise pendant le millésime 2019, afin essentiellement de souligner les liens logiques qui permettent d'articuler chaque présentation avec la suivante. Et ce lien logique, en fait, pour qu'il soit cohérent, on a choisi de le définir en fonction du calendrier de la plante. Donc, ce que je vais vous présenter avant d'inviter les prochains présentateurs, c'est un cadre analytique qui a fait ses preuves en fait dans toutes les régions viticoles du monde pour structurer la compréhension des relations de cause à effet entre ce qui se passe par exemple en mai et en juin et ce qu'on observe en août ou en septembre en termes de composition des fruits, que ce soit sur les métabolites primaires ou les métabolites secondaires. Comment on va s'y prendre ? Tout simplement en repartant de la base. En bleu, c'est la phase de dormance qui débute avec la chute des feuilles et qui termine avec le débourrement, pendant laquelle, a priori, l'activité de la plante est nulle, même si des travaux récents montrent qu'en fait, il y a une activité au sein des bourgeons. Mais pour simplifier, on va considérer que pendant la phase bleue, la période 1, la vigne est en dormance. Ensuite, en vert, ce sera la période de développement végétatif. Même la grappe a une activité photosyntétique. On considère qu'on n'a que des sources. Et puis ensuite, à partir de la véraison, on a l'apparition d'organes qui vont avoir une activité puits. Et avec la coexistence des sources, ça va modifier complètement la physiologie de la plante. Donc on va appeler cette période la période fructifère. Donc, évidemment, ça, c'est assez simple. On a tous ce cadre conceptuel en tête. Ce qu'on va faire pour être un petit peu plus fin dans l'analyse, c'est qu'on va subdiviser chacun de ces grandes périodes en sous-périodes. Donc, la phase de dormance, pour l'instant, je la laisse de côté. Elle débute au débourrement. Cependant, la phase de développement végétatif, on va la scinder en deux sous-périodes. Une première période pendant laquelle on a la constitution du matériel végétal, de la surface foliaire, une allocation de l'énergie vers la synthèse protéique qui, pendant la phase 2, mène à la fin à une surface foliaire transpirante dont la taille, la porosité va dicter la consommation hydrique et la capacité photosynthétique pendant tout le reste de la saison. Et puis, on a une période 3 qui vient certaines années se coller juste avant la véraison. Et cette période 3, elle est très intéressante parce que c'est la période pendant laquelle la sévérité des déficits, qu'ils soient hydriques ou azotés, va avoir un effet positif ou négatif sur la composition aromatique et la composition en flavonoïdes, en polyphénol, des baies. Donc on va essayer de caractériser la durée et l'intensité des stress pendant cette période 3 quand elle existe. Parce qu'elle nous permet d'anticiper des conséquences sur les conditions de la maturité pendant les périodes suivantes qui sont la période 4 et 5. Donc en orange et en rouge pour symboliser que là le fruit est devenu un puits. La période 4, c'est la période qui voit l'accumulation des sucres. Et pour nous, c'est une période très intéressante puisqu'on va dégager un nouveau point dans le développement de la plante, qui est le point où la plante cesse activement de se charger en sucre. Et ce n'est pas la date de vendange. On va revenir à ce point plus tard. Mais c'est très important parce que ça permet de marquer, tout comme un stade phénologique, une nouvelle avancée dans les stades de maturation du fruit. Et puis enfin, on a la phase 5 qui débute lorsque le fruit cesse activement de se charger en sucre et qui, pendant son déroulement, marque la concentration maximale en couleur. Donc si on regarde par différentes méthodes la concentration physique en anthocyane dans les vacuoles de la pellicule de la baie, on va avoir un moment où, après l'arrêt des sucres, on va observer un pic dans la couleur. Donc on va pouvoir tracer pendant cette phase 5 l'impact des variables climatiques sur le déroulement de la maturité polyphénolique.
Donc en fait, on se retrouve avec 8 stades de développement, 4 qui sont en haut, qui sont les stades phénologiques qu'on voit à l'œil nu, le débourrement, la floraison, la mi-véraison, la récolte, et puis 4 stades qui sont physiologiques, qu'on va pas nécessairement pouvoir appréhender à moins d'utiliser des méthodes d'analyse. Ça va d'abord être le pic de concentration en azote foliaire, qui en général précède le pic de croissance foliaire. Le pic de croissance foliaire, on va en discuter, c'est le moment où la plante atteint la quantité maximale qui va lui permettre de transpirer. Donc c'est un mix entre la surface foliaire qui intercepte les rayons du soleil et la quantité d'eau que la plante peut vaporiser dans l'air en fonction des pratiques passées. Le stade 7, qui est ce fameux stade à l'issue duquel le fruit cesse activement d'appeler du sucre, et le stade 8, qui est le stade qui marque la fin de la concentration en sucre. Donc en fait, on va essayer de baliser les différentes étapes de la maturité en fonction de ces stades phénologiques et physiologiques. Donc pour avoir les choses en perspective, nous avons classé les principaux stades phénologiques en termes de degré-jour, puisqu'on va utiliser le degré-jour comme la méthode qui nous permettra de comparer des années qui ne sont pas nécessairement les mêmes en termes d'accumulation de chaleur. Donc pour information, le débourrement était plutôt tardif en 2019, et donc on a démarré le chrono de la plante à 0 degré jour le 17 avril. Donc 1 degré jour, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de degrés au-dessus d'un seuil de 10 degrés Celsius. Donc on va regarder la température moyenne sur une journée, ou l'écart entre la température min et la température max sur une journée, et on va cumuler jour après jour la quantité de chaleur qui est accumulée par la plante, et on va utiliser ça pour anticiper la poussée foliaire et puis l'avancement des différents stades phénologiques. Donc ça, c'est pour s'appuyer sur tout un tas de travaux qui ont montré qu'il y avait des liens entre l'accumulation du temps thermique et le déroulement des stades phénologiques. La floraison autour de 300 degrés jour. En 2019, on a observé en moyenne un arrêt du développement de la surface foliaire transpirante vers le solstice, autour du 20 juin, donc autour de 500 degrés jour. Donc on a un millésime 2019 qui va donner lieu à l'existence d'une période 3. C'était pas le cas en 2018. On va voir les conséquences que ça a sur le fruit. En moyenne, on a trouvé sur le réseau des parcelles qui ont été suivies qu'on pouvait... Alors, il y a une forte variabilité spatiale, mais on va choisir le 22 août comme le stade de mi-véraison, autour de 1400 degrés jour. Un arrêt de la charge en sucre autour de 1550 degrés jour. Donc à nouveau, c'est une valeur moyenne, mais c'est juste pour fixer les idées. Et une fin de l'accumulation de la couleur qui est postérieure au 1er septembre. On aura un panel et des œnologues qui viendront parler justement de l'effet des phases 4 et 5 sur la décision de la vendange. Donc maintenant, pour accompagner les différents intervenants, je vais présenter le contexte climatique qui permettra de caractériser en fait les défis que le climat pose aux viticulteurs ou aux chefs de culture, et puis ensuite plus tard dans la saison à l'œnologue. Donc on va, comme il y a une très forte variabilité spatiale en Provence, on n'a pas fait trop compliqué, on a pris quelques sites sur Rognes et sur le Canet des Maures afin finalement d'envelopper la variabilité du Var aux Bouches-du-Rhône en termes de climat. Donc attention, ce ne sont que des tendances, bien sûr, il y a une variabilité spécifique intrinsèque à chaque site. Et avec cette façon d'analyser, on va d'abord se pencher sur la période 1. Donc la période 1, elle démarre arbitrairement au 1er novembre 2018, puisqu'on considère que la plupart des feuilles sont tombées à cette date-là, et donc on l'a fait débuter la mi-avril en 2019. Donc pour être suffisamment synthétique, je vais surtout me focaliser sur la partie postérieure au 1er janvier 2019. On se souvient qu'il y a eu des pluies assez fortes avant le 1er janvier, en moyenne 350-300 mm. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est le niveau de recharge du réservoir racinaire de la vigne avant le débourrement. Et la photo qu'on a, c'est ce qu'avait annoncé Alice. On va d'abord regarder le temps thermique.
Donc le temps thermique, on voit qu'en gros, on a gagné pendant l'hiver 2019 entre 50 et 150 degrés jour. Donc déjà là, on voit qu'il y a une très forte variabilité spatiale sur l'accumulation de chaleur. Il faut un certain nombre de degrés jour avant que le débourrement ait lieu. On ne sait pas exactement combien, on ne sait pas exactement quel est le seuil déclencheur pour certains cépages. Mais donc ce qu'on peut dire là, c'est que les conditions d'accumulation n'ont pas été propices à un ralentissement de l'activité microbienne dans sa fonction de convertir les minéraux en minéraux qui sont assimilables par les plantes. Donc si on a un pool d'azote, par exemple, qui est limité en début de saison, on ne pourra pas l'attribuer au temps thermique à un déficit en accumulation de chaleur. C'est ça qu'il faut retenir de cette première diapo. Et si on compare les millésimes, on voit qu'effectivement, on a eu un ralentissement de l'accumulation de chaleur sur les 3 premiers mois. Vous voyez que jusqu'ici, par rapport à 2018 en gris, on a quand même un petit déficit, et puis ensuite on a un gros décollage qui va venir compenser ce ralentissement initial. Les pluies. Les pluies, si on regarde les tendances par rapport à 2018, on a eu un hiver sec, en tout cas une deuxième partie d'hiver très sec, ce qui est symbolisé par cette ligne très plate. Plus concrètement, comment on a vu les pluies se distribuer ? En gros, il y a eu quelques pluies à la fin du mois de janvier, une traversée du désert, et puis après le débourrement, boum, on a retrouvé un niveau d'approvisionnement important. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est cette traversée du désert, parce que c'est sans doute elle qui a eu un impact sur le taux de minéralisation réduit au niveau du réservoir racinaire. Donc on va pas supposer que les températures ont limité l'activité microbienne. En revanche, on va supposer que la teneur en eau du sol a probablement limité l'activité microbienne, avec des conséquences sur la disponibilité en azote au débourrement. Et donc ça vient du bilan des précipitations pendant la période 1. Ce qui m'amène, avant d'introduire le prochain présentateur, à un premier take-home, une première conclusion sur la période 1. Un temps thermique pré-débourrement, une accumulation de chaleur plus rapide en 2018 qu'en 2019, Et les pluies importantes du 1er novembre au 31 décembre n'ont pas été suivies, puisqu'ensuite on a eu une sécheresse importante jusqu'au mois d'avril. Et donc la principale considération à avoir avant de poursuivre le fil de la saison, c'est qu'a priori on s'attend à ce qu'il y ait moins d'azote disponible pour la plante en période 2. L'invitation de Carole Dumont aujourd'hui est pour nous un petit peu en amont de ce qu'on va présenter, puisque c'est un secret pour personne. Le millésime 2019 a été marqué par des dessèchements atmosphériques très importants. L'idée, c'est dans le cas où ces scénarios de fort déficit en vapeur d'eau dans l'air, parfois couplés à des déficits en eau du sol, se répètent, comment on peut adapter l'architecture du végétal pour qu'il résiste mieux les coups de butoir que ces coups de chaleur vont amener au niveau du système hydraulique de la plante. Donc on a toute une batterie d'actions qui peuvent mener depuis la manipulation de la canopée, en passant par la taille, en passant par des dates d'essimage, des effeuillages différenciés. On a aussi le volet travail du sol, et puis on a le volet travail de l'atmosphère. Carole va nous parler du travail qui directement affecte le développement de l'architecture de la plante, pour voir quelles sont les techniques qui peuvent aider à mitiger l'impact des conditions climatiques défavorables, notamment liées à la sécheresse.